Si les grandes fêtes ont émaillé tout le règne de Louis XIV, les plus célèbres se concentrent dans sa première partie. Parmi elles, les plaisirs de l'île enchantée. Cette fête intervient après les nombreux voyages entrepris par le roi et la reine à la suite de leur mariage. La cour n'avait donc plus eu de divertissement depuis longtemps. Les plaisirs de l'île enchantée est une sorte d'inauguration du règne 3 ans après la prise de pouvoir personnelle de Louis XIV. Cette fête est aussi le premier acte de propagande à la gloire de Louis XIV, car, si elle ne fut sans doute pas la plus belle, elle est la plus célèbre, tant elle fut commentée et reproduite dans des gravures dont vous venez de voir plusieurs exemples. Son titre poétique ne fait-il pas encore rêver aujourd'hui, n'est sans doute pas étranger à son succès. Dans la forme, ce divertissement se présente comme une fête privée où Louis XIV reçoit, tel un particulier se plaisant à montrer les premiers aménagements de sa résidence. Dès son annonce, cette fête excite la curiosité et l'envie du tout Paris. Mais le public est bien déçu. Seules quelques 600 personnes, savamment choisies par le roi dans la fine fleur de la cour, sont conviées pour assister à l'acte de naissance de Versailles, palais des plaisirs. Les grilles du château sont fermement gardées et seules les personnes munies d'invitation peuvent les franchir. Le caractère privé de la demeure et l'exiguïté du château d'alors expliquent sans doute cette démarche inhabituelle. C'est la première fois de son règne que le roi organise lui-même une fête. Jusqu'alors, y compris dans ses propres résidences, il n'a été que le spectateur d'un divertissement qu'on lui offrait. Les réjouissances se déroulent sur une semaine, mais les festivités battent leur plein pendant 3 grandes journées. Le thème retenu est celui du Roland furieux, poème épique italien écrit 1 siècle et demi plus tôt par l'Arioste. Carrousel, ballets, collations, promenades, comédies, joutes diverses composent ce charmant divertissement. Molière et sa troupe ont été invités à titre exclusif pour toutes les parties scéniques. Outre leur participation aux différents spectacles, ils jouent les pièces Les Fâcheux, Le mariage forcé et La princesse d'Élide, à laquelle vous assistez ici dans un théâtre de verdure. Pour cette occasion, Molière collabore étroitement avec Jean-Baptiste Lully pour les intermèdes musicaux, tandis que l'intendant des plaisirs du roi, Carlo Vigarani, a en charge tous les décors et toutes les machines. Colbert est l'ordonnateur principal de cette fête qui tient une place de choix dans la propagande royale de l'époque. Par cet événement, le roi souhaite de plus mettre à l'honneur Mademoiselle de Lavallière, celle qui est sa maîtresse, non encore déclarée, depuis 1661. Un autre but, inavoué celui-ci, de ce grand divertissement était peut-être aussi d'effacer des mémoires la somptueuse fête que le surintendant Fouquet avait donnée 3 ans plus tôt à Vaux-le-Vicomte. 4 ans plus tard, en 1668, les festivités que Louis XIV offre à sa cour ont une toute autre forme. Sous le nom de grand divertissement royal, elles se tiennent en une seule et même journée, le 18 juillet, et sont ouvertes à une population bien plus large que les plaisirs de l'île enchantée. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, la réussite incontestable de la fête de 1664 a prouvé au roi que les artistes et artisans à son service sont capables de concevoir et réaliser un divertissement de grande envergure. Par ailleurs, en dépit des restrictions de la guerre, le château a connu des agrandissements et des embellissements qu'il convient de montrer. Enfin, c'est justement pour récompenser son peuple des efforts fournis à l'occasion de ce conflit qu'il ouvre sans restriction son château. La paix d'Aix-la-Chapelle, conclue en mai précédent et dont vous voyez ici une représentation allégorique dans la Galerie des Glaces, sert de prétexte politique à ce débordement de festivités. Mais, dans l'ombre, c'est la nouvelle maîtresse, Madame de Montespan, qui est honorée. À nouveau, tous les artistes sont mobilisés et le parcours habilement choisi entre la balade qui commence à 6 heures du soir, la collation,
La comédie avec la représentation de Georges Dandin de Molière, le festin, les illuminations et le feu d'artifice doit montrer tous les embellissements du château. C'est après cette fête, où la taille du château ne permet pas au roi de recevoir à l'intérieur, qu'est prise la décision d'agrandir Versailles, devenu trop petit aux yeux de Louis XIV. La fête de 1674, qui s'étend sur plusieurs journées entre juillet et août, a pour raison officielle la reconquête de la Franche-Comté. Tout comme elle célèbre plus officieusement le règne toujours triomphant de Madame de Montespan. Cette grande fête, dont vous pouvez admirer le feu d'artifice, n'est pas la dernière du règne, mais sans doute la dernière d'un jeune Versailles où s'amuse la noblesse galante. À partir de l'installation en mai 1682, tous les plaisirs, à l'image du roi vieillissant, deviennent plus polissés et contraints, perdant grandement de leur spontanéité.